19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 22 janvier 2019. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la conférence sur les industries extractives avec comme thème gouvernance du secteur extractif, enjeux et défis. Une rencontre qui marque ainsi le retour du Niger à l'ITIE. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana et Chebou Guissou. Grandiose, cette cérémonie l'a été. Et quoi de plus normal, car le jeu en vaut la chandelle. Elle marque la normalisation des relations entre l'État du Niger et l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. Une rencontre émaillée d'importantes adresses, dont celle du premier responsable politique de la région, qui s'est réjoui du choix apporté sur son entité administrative pour abriter cette cérémonie. Pour sa part, la représentante de la Banque mondiale, partenaire de l'ITIE, a salué le retour du Niger dans cette grande famille après une brève suspension. Prenant la parole à son tour, le représentant du secrétariat international de l'ITIE s'est de prime abord longuement appesanti sur les missions assignées à cette norme mondiale avant d'évoquer son importance pour des pays comme le Niger. The reapplication process also provides an opportunity for how Niger intends to involve all stakeholders in the process. Le processus de réintégration du Niger dans la famille ITIE permettra de remobiliser l'ensemble des parties prenantes. Renforcer le dialogue et le consensus sera vraiment très important pour permettre d'engager ce dialogue sur la gestion des ressources naturelles. Il s'agira aussi d'initiatives importantes alors que le gouvernement souhaite attirer de nouveaux investisseurs. L'ITIE permettra de communiquer de manière très large et de fournir des informations sur ce secteur minier et pétrolier nigérien. Enfin, Monsieur le Premier ministre, pour conclure, je vous confirme bien entendu que l'ITIE est à votre disposition pour vous appuyer dans ces efforts et apporter toute l'aide nécessaire dans les prochains mois. Thank you. With all the stakeholders over the next few months. Thank you. Dans son discours d'ouverture de cette rencontre portant sur la gouvernance du secteur extractif, enjeux et défis, le chef du gouvernement a souligné toute l'importance qu'accorde le pays à la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles avant de faire une annonce historique à l'assistance. J'annonce solennellement du haut de cette tribune la décision du gouvernement du Niger de reprendre sa place au sein de l'ITIE international et de jouer pleinement et en toute responsabilité, comme il l'a d'ailleurs toujours fait, son rôle dans la gouvernance des industries extractives. Le Niger a entrepris une série de réformes en vue de disposer d'un cadre juridique sécurisé et attractif, propice à l'investissement. De même, il s'est engagé dans un processus de mise en place d'un cadastre minier dynamique, interactif, opérationnel et transparent qui permet une meilleure gestion des titres miniers et de carrière. Monsieur le secrétaire exécutif de l'ITIE international, j'interpelle votre institution afin qu'elle associe le combat pour la transparence dans la gouvernance des industries extractives à celui de la valorisation des ressources minérales. Ainsi, 2 jours durant, les différentes composantes intervenant dans la mise en œuvre de l'ITIE et les experts de la dite norme passeront au peigne fin les propositions de l'État du Niger et les modalités permettant son retour dans cette initiative en vigueur dans près d'une 50aine d'États de par le monde. Cérémonie de remise officielle des documents révisés de l'état civil ce matin. C'est le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed qui a réceptionné ces documents nécessaires à la modernisation du système d'état civil nigérien. Le compte-rendu de cette cérémonie, c'est avec Ariata Salah sur les images de Boubacar Souley. Ceci consacre la remise officielle de documents révisés de l'état civil. Ces derniers sont nécessaires à la modernisation du système d'état civil nigérien et est l'un des résultats clés de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'état civil cofinancé par l'UNICEF et l'Union européenne. Ces 2 organismes internationaux présents à cette cérémonie ont tous exprimé leur satisfaction d'être aux côtés des autorités pour la mise en œuvre du PAREC. C'est avec une immense joie et une fierté
que l'UNICEF assiste à la remise officielle des nouveaux textes de l'état civil qui, nous l'espérons, feront l'objet d'une adoption rapide par le gouvernement et l'Assemblée nationale afin de permettre l'atteinte des autres résultats de cet ambitieux programme qu'est le PAREC. En tant qu'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, je souhaiterais exprimer ma satisfaction et très humblement, bien sûr, la fierté pour être aujourd'hui, une fois de plus, aux côtés des autorités nationales, de vous, Monsieur le ministre, et des partenaires, Madame la représentante, avec lesquels nous travaillons ensemble d'un côté pour que notre partenariat porte sur des choses tangibles pour les Nigériennes et les Nigériens et en même temps pour des questions qui sont vitales pour la consolidation et le progrès de l'État. Le président du comité technique du PAREC a souligné les avantages de ce document révisé pour le Niger. Le présent projet de document, composé du projet de politique nationale de l'État civil, du projet de loi portant régime de l'État civil, du projet de décret d'application de la loi portant régime de l'État civil au Niger, consacre une place de choix pour la réalisation d'un registre national de l'État civil, outil fondamental pour permettre à toutes les administrations publiques et privées de disposer de données démographiques fiables pour une identification des personnes et une bonne planification du développement. Cela permettra à moyen terme au pays de réaliser des économies dans le dénombrement de la population, l'élaboration des listes électorales, le renforcement de la sécurité pour ne citer que ces avantages-là. Ces textes révisés auront aussi le mérite d'aligner le Niger sur les normes internationales dans le domaine. Après la réception des projets de documents, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a donné l'assurance quant à l'adoption rapide de ce document, combien important pour notre pays. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que ces textes vont être introduits dans les circuits adaptés et le plus rapidement possible feront l'objet de l'adoption qui permettra leur mise en œuvre diligente. Je suis convaincu que c'est une avancée considérable qui va être consacrée à partir de la mise en œuvre de ces documents. Disposer de nouveaux textes révisés sur l'état civil marque une étape importante de la concrétisation de l'engagement pris par le gouvernement du Niger lors de la dernière rencontre de l'Union africaine des ministres en charge de l'état civil tenue en décembre 2017 à Nouakchott, en Mauritanie. Séminaire de formation dimanche dernier à l'église catholique de Niamey. Objectif, sensibiliser les communautés nigériennes sur la gestion des biens par rapport à la Bible. Le reportage de Mariama Christine Barmou et Ibrahim Abdou. Édifier le public sur le point de vue du Christ par rapport à l'argent et aux finances, c'est l'objectif de ce séminaire de formation initié par la communauté chrétienne du Niger. Au cours de ces assises, les participants auront à échanger durant 3 jours sur le mécanisme de la gestion des biens dans le monde et au Niger en particulier. L'objectif, c'est dans le monde chrétien, mais même au-delà, apprendre aux gens qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'argent et par rapport aux finances. Il y a des lois et des principes qui, lorsque l'on les suit, permet aux êtres humains, permet à des entreprises de vivre sans arrêt stressés par les questions d'argent, en étant libérés des dettes, en comprenant une chose importante, c'est que Dieu sur terre est propriétaire d'absolument tout. Toutes nos finances lui appartiennent, nos maisons lui appartiennent, nos femmes, nos enfants lui appartiennent, et nous, en tant que chrétiens, mais en tant que membres d'une autre religion, on doit considérer qu'on est des simples gérants des biens matériels que le Seigneur a mis à notre disposition. Satisfait de cette initiative, ce séminaire a été riche en enseignements pour les participants. Une des bénédictions que j'ai reçues, en tout cas d'abord, c'est de comprendre le mécanisme de la gestion dans le monde et le mécanisme de la gestion que Dieu nous propose dans sa parole. Le plus grand cancer de l'Afrique, c'est la corruption. Et c'est à travers l'argent. Mais là, on a eu une formation. Celui qui craint Dieu, qui craint réellement Dieu, je ne parle pas de la religion, mais je parle de la crainte de Dieu, ne doit pas être dans la corruption. Nous avons reçu beaucoup de choses
qui dans le futur vont beaucoup nous aider dans notre gestion. Ce qui m'a beaucoup interpellé dans cette formation, c'est qu'on nous a fait comprendre que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Cette formation très instructive permettra à la communauté d'avoir une nouvelle vision de l'argent. Mieux, cette activité pourrait aussi contribuer à lutter contre la corruption au Niger. Direction Tillabéri, précisément département de Terra, où nous vous ferons découvrir le canton de Goroual, un canton qui regorge d'énormes potentialités économiques, mais qui fait face à un problème de voie de communication. En effet, c'est un véritable parcours des combattants pour les usagers du tronçon Terra-Goroual. Le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. Situé dans la partie nord du département de Terra, région de Tillabéri, le canton de Goroual est limité au nord par le Mali et à l'ouest par le Burkina Faso. Yatakala est son chef-lieu de canton. Il se trouve à environ 110 km de Terra sur la RN5. La commune est composée de 37 localités, dont 11 tribus. Selon le recensement administratif de 2014, nous avons 68 085 habitants pour une superficie de 4650 km². Donc le conseil communal est composé aussi de 3 commissions spécialisées, dont la commission finance, la commission développement rural et environnement, la commission chargée des affaires sociales et culturelles. Avec une population composée majoritairement de femmes, le canton du Goroual vit essentiellement des activités économiques qui sont l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat, la pêche et les mines. Des activités exercées au quotidien par la population malgré le contexte sécuritaire auquel fait face le canton. Par rapport à la situation sécuritaire, d'abord je veux remercier le gouvernement de la 7e République pour avoir doté notre commune de 2 bases militaires, une à Wanzarbe et une à Dolbel. Ces bases militaires font régulièrement des contrôles sur l'ensemble de la commune. En dehors de ça, nous avons la patrouille mixte du département de Terra qui vient en appui. Donc maintenant, au niveau de notre commune, nous avons reçu des formations dans le cadre de la haute autorité à la consolidation de la paix, qui nous a même aidé vraiment à former une coordination communale de vigilance et de sécurité. En tout cas, pour le moment, vraiment, nous sommes très contents des efforts fournis par notre gouvernement. La première mesure qui concerne l'état d'urgence, c'est-à-dire ça concerne particulièrement les activités économiques parce que les mouvements des commerçants et leurs biens vraiment sont limités. Alors que nous avons des marchés très importants comme le marché de Dolbel, le marché de Yatakala, le marché de Tégué, de Belikoura. En tout cas, on a des potentialités comme ces marchés-là. Mais malheureusement, l'état d'urgence vraiment a joué sur ces marchés-là parce que les gens, au lieu de faire le marché de 8h jusqu'à 17h, les gens étaient obligés de quitter le marché à 16h. Ce qui veut dire que vraiment, nous sommes tellement préoccupés par cette situation. Ça a un impact négatif sur notre économie. Le vrai problème de cette population, d'abord, c'est le problème alimentaire. Après le problème alimentaire, vraiment, c'est le problème sécuritaire. Parce que sans sécurité aussi, il n'y aura pas de développement. La seule difficulté de la population du canton de Goroual, c'est au niveau du transport. En effet, ce canton ne dispose pas de gares routières aménagées et de routes dignes du nom. Seules des pistes rurales qui connectent les différents villages du terroir. Pour qu'il y ait un développement, vraiment, il faut le moyen de communication. Parmi les moyens de communication, il y a là-bas. Effectivement, la route NR5, vraiment, c'est une route qui nous préoccupe. Parce que vraiment, ça cause beaucoup de problèmes pour les commerçants et leurs biens. Raison pour laquelle vraiment, nous demandons au gouvernement de faire tout pour que vraiment de penser à cette route RN5 pour une longueur de 115 km de Terra au chef-lieu de la commune. Vraiment, c'est une préoccupation pour nous. On demande à l'État vraiment de nous aider pour que vraiment les activités économiques puissent se développer. Parce que sans les moyens de communication, en tout cas, le développement à la base sera impossible.
Quelques dizaines de manifestants vêtus de gilets jaunes se sont rassemblés pour accueillir sous les sifflets Angela Merkel et Emmanuel Macron venus pour signer le rapprochement entre les deux pays. Un nouveau traité 106 ans après celui de l'Elysée entre De Gaulle et Adenauer. Le reportage avec nos confrères de France 24. Pour acter un nouveau rapprochement franco-allemand, Emmanuel Macron a rejoint Angela Merkel pour signer le traité d'Aix-la-Chapelle. Il doit compléter celui de l'Elysée signé en 1963 qui a scellé la réconciliation franco-allemande après la guerre. Un texte qui, selon le président Macron, intervient à un moment charnière de l'histoire européenne. Au moment où notre Europe est menacée par les nationalismes qui se développent en son sein, où notre Europe est bousculée par un Brexit douloureux, notre Europe est inquiète des grands changements internationaux qui dépassent largement l'échelle des nations. Dans ce monde et cette Europe, l'Allemagne et la France doivent assumer leurs responsabilités et montrer la voie. Montrer la voie en renforçant la coopération franco-allemande, notamment grâce à une convergence des politiques étrangères et des stratégies économiques, par une coopération dans les régions transfrontalières et une mesure symboliquement forte par la création d'une assemblée parlementaire commune composée de 100 députés français et allemands. Le traité prévoit aussi un rapprochement en matière de défense. Nous nous engageons à développer une culture militaire, une industrie de l'armement et une stratégie d'exportation d'armes communes. Nous voulons comme cela contribuer à la création d'une armée européenne. À 4 mois des élections européennes, Paris et Berlin ont souhaité envoyer un message de soutien à la construction européenne dans un contexte politique intérieur tendu et fragilisé. L'extrême droite dans les deux pays a multiplié ces derniers jours les attaques et contre-vérités envers le nouveau traité. Dans l'enfer de guerre au Yémen, une équipe de France 24 a pu se rendre sur place dans le nord du pays tenu par les rebelles chiites et hutus. Des images exceptionnelles tant elles sont rares. C'est à Sada, là où la population est la cible de bombardements quasi quotidien de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Le reportage. Saada, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Arabie saoudite. Nous sommes ici plein nord dans le sanctuaire historique de la rébellion Houthi. Des guerres Saada, on a connu beaucoup à travers les siècles. Mais la dernière, la campagne militaire Tempête décisive, l'a presque entièrement détruite. Le petit hôpital de Saada est débordé par les blessés, des combattants, des civils que nous ne pourrons pas approcher. Les miliciens Houthis n'ouvrent que très rarement leurs bastions et entendent contrôler leur image. C'est donc aux urgences pédiatriques que l'on nous conduit. Les Houthis veulent nous montrer leurs enfants, premières victimes du conflit. 80% d'entre eux ici souffrent de malnutrition. Plus de 5 millions de mineurs sont directement menacés par la famine. C'est à cause de ce conflit sans fin et de la situation économique qu'il engendre que nous avons de tels cas. Si on avait assez de médicaments, assez de ressources, nous ne serions pas devant ce désastre médical, cette impasse sanitaire. Ça fait 9 jours que nous sommes ici. Sa santé n'a fait qu'empirer. On a tout essayé, mais nous perdons espoir. Cette unité pédiatrique est l'une des dernières encore actives dans l'ensemble des hauts plateaux du nord Yémen. Les autres, dispensaires ou hôpitaux, détruits par les raids aériens. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a empêché de venir ici plus tôt? La guerre, bien sûr. Ah ouais, la guerre. Mais non, il n'y a pas que la guerre enfin. C'est l'embargo aussi. Ce petit, c'est la 3e fois qu'on le voit ici. Alors, où est-ce qu'il peut l'envoyer? À Sanaa? Pour qu'il soit sauvé à l'étranger? Non, pas possible bien sûr. Il n'y a plus de vol pour quitter Sanaa. La vérité, c'est que nous n'avons plus les moyens de sauver cet enfant. C'est terminé pour lui. C'est sans doute la conséquence la moins visible, mais l'une des plus terribles qui va affecter plusieurs générations dans cette guerre au Yémen. La pénurie, le manque de tout, comme un piège tragique qui est en train de se refermer sur l'ensemble de la société yéménite.
Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour cette 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.